Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un texte assez particulier. Comment on devient alchimiste de François Jolivet-Castelot avec une préface de Papus. Ah oui, un texte dense. On y trouve un mélange de philosophie hermétique, de kabbale, de tarot et même de pratiques de labo, la spagérie, c'est ça? Exactement, la spagérie. L'idée ici, c'est de dépasser un peu l'image classique de l'alchimiste qui cherche juste à faire de l'or, pour comprendre ce que ça implique vraiment de devenir alchimiste selon ses auteurs. On sent qu'il y a un lien fort entre le travail sur la matière et une transformation personnelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, dès le début, le texte fait une distinction importante. Il ne parle pas de la chimie comme on la connaît, qui est presque vue comme secondaire. Oui, un peu comme le travail des garçons de laboratoire, c'est dit comme ça, je crois. C'est ça. Non, lui, il parle de l'alchimie avec un grand A, une science totale qui étudie la nature dans son ensemble. Corps, vie, esprit. C'est beaucoup plus large. Et ce qui est frappant, c'est cette idée que l'alchimie, la vraie, n'aurait pas disparu. Elle aurait continué, mais de façon plus discrète, dans des cercles initiatiques. Une sorte de transmission secrète. Voilà. Ça évoque une vision unifiée de la connaissance, un peu comme dans les anciens sanctuaires, où science et spiritualité n'étaient pas séparées. On se demande comment ça a pu perdurer, effectivement. Et au cœur de tout ça, il y a ce grand principe, l'unité de la matière. Ça renvoie directement à la table d'émeraude, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Exactement. Pour décrire cette unité et ces transformations, les alchimistes utilisent des symboles. Les plus connus, ce sont les trois principes, le soufre, le mercure et le sel. Oui, le soufre comme principe actif, le feu, le mercure, passif, l'eau et le sel, le médiateur, le neutre. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai langage. Ces principes, mais aussi les symboles des planètes liées aux métaux, les opérations du zodiaque, le tarot, tout ça, c'est pas juste de la poésie, c'est un code. Un code pour décrire quoi alors? Les réactions chimiques? Bah oui, en partie, les processus dans le laboratoire, mais aussi, et c'est ça la clé, les étapes de transformation intérieure de l'alchimiste lui-même. On retrouve cette structure en trois d'ailleurs avec force, énergie, matière. C'est fondamental. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant par rapport à l'image qu'on en a. Il y a toute une partie sur comment on devient adepte. Et l'accent est mis sur ce qu'il appelle la 16 magique. Mhm. Il y a une citation de Papus qui dit que le but, c'est une fortune spirituelle, pas l'or matériel. Il faut être indépendant, détaché de l'orgueil, patient. Et même solitaire, non, Élide. Il insiste là-dessus. Oui, l'adepte doit être solitaire dans ses travaux. Ça rejoint les conseils attribués à Albert le Grand, être discret, silencieux, persévérant. La transmutation des métaux, si elle arrive, c'est presque secondaire. C'est une occasion de plus de se trouver près de Dieu. Donc rien à voir avec le souffleur, le charlatan qui cherche juste le profit. Exactement. La vraie différence, c'est cette transformation intérieure. Sans travail sur soi, sur ses passions, sans développer sa volonté, l'œuvre alchimique, même au labo, est vouée à l'échec selon cette vision. C'est indissociable. Et cette vision s'applique aussi à la matière elle-même. Elle n'est pas vue comme inerte. Au contraire, elle est dynamique, vivante. Oui, il y a cette phrase étonnante. Tout atome centralise de l'intelligence, de l'énergie et de la matière. Comme si chaque particule avait une forme de conscience. Pour appuyer ça, il prend l'exemple de l'allotropie. Tu sais, quand un corps simple, comme le soufre ou le phosphore, existe sous différentes formes. Ah oui, comme preuve de la plasticité de la matière, de son unité cachée. C'est ça. Et Jolivet-Castello relie cette idée d'une matière vivante à des expériences de transmutation plus tardives, celles de Strindberg ou Tifero, comme pour dire que ces principes sont toujours valables, d'une certaine manière. Mais même dans la pratique la plus concrète, l'aspect intérieur reste essentiel. Il faut fixer sa volonté concentrée sur ce qu'on fait dans le creuset. C'est presque comme si l'esprit de l'opérateur devait agir sur la matière. Donc, si on résume, l'alchimie décrite ici, c'est loin d'être juste une vieille chimie, c'est une voie complète. Absolument, une voie intégrale qui mêle l'expérience en laboratoire, la philosophie et une transformation de soi profonde. Le fameux labora, opera, ora et invenis, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Travail, œuvre, prix. Et tu trouveras l'action, la contemplation, une forme de connexion spirituelle. Les trois ensemble. Pour finir, une petite réflexion que ça m'inspire. Le texte dit que les métaux communs sont morts par rapport aux métaux vivants de l'alchimiste. Si on prend cette idée au sérieux que la matière n'est pas juste inerte, qu'elle a un potentiel de vie, d'esprit, qu'est-ce que ça changerait à notre façon de voir la science aujourd'hui, ou l'écologie, voire notre propre existence?
C'est une question vertigineuse. Ça invite à repenser la frontière qu'on met souvent entre la matière et l'esprit, non Ève? Voilà, matière à réflexion pour conclure.